All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour Steve Tuberfield sur le fonctionnement des systèmes de survie. Comme c'est pas un élément de vaisseau qui pourrait être amélioré, ils ont décidé que ça serait pas un composant modifiable. On pourra pas extraire le système d'oxygène d'un vaisseau et l'échanger contre un autre plus performant. Donc quand il tombera en panne, votre seule solution, ça sera de le réparer. Et pour ce qui est de l'approvisionnement, vous n'aurez pas besoin de stocker des bouteilles d'oxygène, il fonctionnera avec le générateur du vaisseau. Deuxième question pour Josh Herman, si jamais il décide de ne pas remettre les noms des joueurs au-dessus d'eux, est-ce qu'on pourra s'habiller assez distinctement pour être reconnu? Josh a répondu à côté de la question en disant qu'ils ont prévu énormément de vêtements, assez pour que chaque planète habitée ait son propre style vestimentaire, donc c'est peut-être une réponse positive à la question de départ. Avant que Disco Lendo ait pu poser la troisième question, une courte séquence a interrompu la vidéo pour afficher le logo de Drake Interplanetary et une date, le 14 juin 2018. Ça sera peut-être la présentation du Drake Vulture qui a remporté le sondage mené par CIG en décembre 2017 avec 44% des votes. Durant ce court teaser et plusieurs autres durant les autres émissions de la semaine, on peut voir afficher très brièvement ce qui semble être des croquis de ce futur vaisseau. Du coup, c'est un peu le jeu de piste du moment sur Reddit, beaucoup de joueurs essaient de déterminer le design qu'il aura, mais il n'y a pas vraiment eu grand chose de très probant pour le moment. Troisième question pour Kirk Tom, lorsqu'on utilise les portes latérales du Freelancer, tout l'intérieur est dépressurisé. Est-ce qu'ils vont devoir refaire tout le vaisseau pour corriger ça? Alors non, et en fait, quand ils vont refaire le Freelancer, ce point dépendra surtout du système de survie dont Steve Tuberfield a parlé plus tôt, et du système de circulation de l'oxygène dans les pièces des vaisseaux et des stations. Quatrième question pour Steven Osmer, sur les caractéristiques du Constellation Phoenix, car une récente modification de sa page sur le site a un peu semé la confusion. Concernant le blindage, ils sont en train de rendre les blindages compatibles avec l'item 2.0 et c'est pas prêt donc il sait pas l'impact que ça aura sur le Constellation Phoenix. Concernant le générateur d'énergie, ils ont modifié celui du Constellation Phoenix selon leur nouvelle classification des composants et il aura donc 2 générateurs de classe compétition et de grade B. Enfin, concernant les tourelles, Disco Lendo a corrigé ce qui s'est dit pendant l'émission sur Reddit, le Phoenix aura bien 2 tourelles maniables et une autre télécommandée qui arrivera plus tard quand le système pour ça sera prêt. Le lore post de mardi était pas vraiment intéressant, c'était la retranscription de 3 publicités, la première pour un nouveau modèle de torpille, la seconde pour le F-55 Gemini et la troisième pour une émission à venir permettant de voir les marchés banous du système Gliese. Jeudi, l'émission Around the Verse a de nouveau terminé par un épisode de Bug Smashers. D'habitude c'est le mercredi, donc je vais en parler tout de suite. Mark Avent nous a montré un bug sur la Gatling du Gladius qui se mettait à tourner légèrement mais sans tirer. Il s'est rendu compte en plaçant un point d'arrêt que la phase de rotation de la Gatling passait directement du démarrage à l'arrêt sans passer par la phase de tir. Il a dû réorganiser les conditions gérant le passage au mode de tir pour corriger le bug. L'émission Around the Verse à proprement parler a commencé par nous présenter les progrès généraux de la mise à jour 3.2. L'équipe en charge des animations continue de travailler sur Reco Battaglia, une PNJ qui nous donnera des missions et qui gère les activités minières autour de Levski. Sur le minage justement, les animateurs 3D travaillent sur les animations du bras mécanique du Prospector qui servira sûrement à récupérer les ressources minées. Son squelette et ses textures sont quant à eux déjà terminés. Les développeurs sont également en train de travailler sur la répartition et la dispersion des ressources sur les différents biomes des différents astres. L'équipe en charge des effets visuels continue de travailler sur la représentation des mécaniques de scan. Le résultat change assez régulièrement car ils prennent chaque jour en compte les avis des uns et des autres, mais au bout du compte, le résultat final devrait ressembler à ce qu'on a déjà vu la semaine dernière. L'équipe en charge de l'intelligence artificielle des PNJ continue de l'améliorer. En parallèle, les créateurs de missions de l'univers persistant incluent ces PNJ dans de plus en plus de scénarios pour essayer de mettre en lumière les comportements anormaux restants. Ils avaient parlé il y a quelques temps de circuits de course procédurale générés à la volée dans certains environnements. Ils sont en train d'équilibrer les tracés de sorte que les vaisseaux les plus lents aient quand même leur chance contre les vaisseaux les plus rapides. L'équipe en charge des vaisseaux vient de finir les trains d'atterrissage du Vanduul Blade et réajuste celui du Anvil Hurricane ainsi que ses animations d'entrée et de sortie. Il continue aussi d'avancer sur les vaisseaux de la 3.3 avec la refonte du Mustang et le Constellation Phoenix. Conformément à ce qu'avait demandé Chris Roberts il y a quelques semaines, l'équipe en charge des assets est en train de créer des nouvelles enseignes pour qu'on ait un peu plus de diversité sur les planètes et les stations spatiales. D'ailleurs, celles-ci sont presque terminées, même s'il reste quelques petits éléments graphiques manquants, ils peuvent vraiment générer efficacement de nombreuses dispositions de stations avec suffisamment de personnalité et de diversité. Même chose pour les hangars qui sont entrés dans leur phase artistique finale. Enfin, l'équipe en charge des environnements continue de travailler sur le biome savane pour Hearthstone en testant plusieurs conditions d'éclairage. On a pu voir quelques images des prototypes de ce qu'on pourrait appeler un biome carrière qui sera courant sur Hearthstone vu que la planète a été surexploitée. Ce que vous voyez là, c'est le prototype et fini, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Et enfin, on a pu voir quelques images de leur premier prototype du biome Toundra qui servira probablement pour Microtech.
Ensuite, l'émission nous a présenté 2 des 4 armes qui arriveront avec la 3.2. Tout d'abord, la F-55 de Gemini qui sera une mitrailleuse légère assez imposante. Dans le lore du jeu, c'est plutôt une arme prisée par les milices de sécurité privée et les mercenaires. Elle aura une très haute cadence de tir grâce à son canon Gatling et donc ça sera typiquement une arme faite pour le combat à courte portée et le tir de suppression. Elle ne disposera d'ailleurs pas de rail pour y fixer un accessoire de visée et il faudra se contenter de la mire métallique. Pour soutenir sa haute cadence de tir, la F-55 bénéficiera d'un chargeur tambour qui leur a donné un peu de mal vu qu'il se retire par le côté, donc ça a été assez compliqué pour eux de réaliser une animation correcte sans obstruer la vision du joueur. Pour l'instant, le recul de l'arme est pas fini et même plutôt ridicule, ils le reconnaissent eux-mêmes. Le tremblement de l'arme et de la caméra sont beaucoup trop importants et ils sont en train d'ajuster ça via les paramètres saisis dans Dataforge. Ensuite, on a pu voir une autre arme, la Demeco de Clausen Werner. C'est aussi une mitrailleuse légère, mais qui tire des lasers en étant plus stable, plus précise, plus facile à manier et avec une cadence de tir moins élevée. Dans le lore du jeu, c'est une arme un peu moins tape à l'œil que la F-55 et elle est beaucoup plus prisée par les forces armées de l'UE. Si la F-55 sera plus adaptée pour les tirs de suppression en environnement clos, la Demeco sera beaucoup plus efficace dans des environnements plus ouverts ou dans des situations qui nécessitent un feu plus soutenu sur la durée. Là encore, l'arme se rechargera avec un chargeur plutôt imposant et la phase de rechargement permettra d'admirer le côté de l'arme, les systèmes mécaniques internes et la fumée dégagée par le système de refroidissement. Vendredi, l'émission Reverse the Verse recevait John Crew pour répondre à un paquet de questions des backers sur les vaisseaux de la 3.2. Et pour que ça soit un peu plus clair, je vais trier les questions par vaisseau. Pourquoi l'Origin 600i, qui a la taille d'un Starfarer, a des composants de taille moyenne comme le Freelancer? Apparemment en fait, le 600i aura pas besoin de composants plus gros pour accomplir son rôle. Est-ce que la variante exploration du 600i sera disponible dans la 3.2? Oui, mais pas la variante tourisme qui est toujours en cours de production. Dans les premiers concept art du 600i, on voyait un globe holographique dans le cockpit. Est-ce qu'il y est toujours? Oui, mais il sera pas fonctionnel en 3.2 et plus tard, ça servira de radar 3D grande taille, similaire à ce qu'on trouve dans des vaisseaux capitaux. Sur le long terme, est-ce qu'on aura d'autres variantes du 600i? Ils ont pas de plan pour ça, mais il est conçu pour ça, donc c'est possible. Où sont exactement situés les 3 emplacements d'armes du 600i? Il y en aura un sous chaque aile et un sur le dessus du vaisseau. Est-ce que la rampe de l'Avenger est plus grande désormais? Oui, mais pour ceux qui espéraient faire rentrer un cyclone dans la soute, c'est mort. Est-ce qu'il prévoit de retravailler sur une version biplace de l'Avenger? Sans surprise, non. Est-ce que l'Avenger a désormais une plus grande capacité de cargo? Non, c'est toujours la même. Il y a plus de place pour circuler, mais la grille de fixation des marchandises est restée identique. Vu que l'Avenger a été retravaillé, est-ce qu'il va maintenant avoir des composants plus gros? Les ailes ont désormais des gimbals de taille 2 et la gimbal sous le nez est désormais de taille 4 avec un canon Mantis de taille 3 fixé dessus. L'ancienne Gatling Tiger Strike reviendra, mais plus tard, car ils n'ont pas eu le temps de la refaire. Est-ce que l'Avenger est devenu moins agile en devenant plus gros? Oui, légèrement. Est-ce que les cellules de l'Avenger Stalker seront fonctionnelles en 3.2? Non, car tant que les mécaniques de chasseurs de primes ne sont pas en place, ils ne veulent pas que les joueurs les utilisent pour piéger d'autres joueurs. Est-ce que les cellules de l'Avenger Stalker seront amovibles pour transporter plus de marchandises? Ils savent toujours pas vraiment s'ils vont partir sur des variantes non modifiables ou sur des modules que le joueur pourra changer à sa guise. Pourquoi est-ce que c'est le Mustang Alpha qui a été repoussé en 3.3 et pas plutôt l'Avenger? Ils ont des dates butoirs ou si un certain sujet n'est pas assez avancé, il est repoussé au trimestre suivant. Et l'Avenger était suffisamment avancé, lui, grâce au travail notamment réalisé pour Squadron 42. Est-ce que la soute à torpille de l'Eclipse sera modulaire? Ils n'ont pas de plan là-dessus pour le moment. Elle est faite sur mesure pour le mécanisme de lance-torpille, donc ça leur demandera du travail s'ils veulent la rendre modulaire. Comment est-ce que l'Eclipse pourra atterrir si ses ailes sont détruites? Pas très bien, on pourra toujours atterrir, mais ça sera pas gracieux du tout. Pourquoi le Freelancer ne permet pas d'accéder à ses composants? Parce qu'ils n'ont pas encore modélisé les cavités dans les parois du vaisseau pour ça, et donc ça sera pas dans la 3.2. Comment est-ce qu'on sera positionné dans le Vanduul Blade? Ça sera la même position que dans le Sight et le Glaive, c'est-à-dire couché. Avec le Vanduul Blade prévu pour la 3.2, est-ce qu'ils prévoient de mettre à jour le Glaive et le Sight? Peut-être, mais ils n'ont pas prévu de date. Est-ce que le Prospector pourra toujours faire des dégâts au vaisseau? Ils savent pas encore, ils verront ce que les joueurs feront avec ça. Est-ce que le Prospector pourra larguer ses conteneurs de minerais latéraux? Pas dans la 3.2, mais la capacité de stockage du vaisseau a été revue à la hausse pour se comporter comme si ses conteneurs étaient déjà fonctionnels. Comment a évolué la maniabilité du Hurricane? John Crew ne sait pas car juste avant l'émission, ils étaient justement en train de réajuster ça, mais il se souvient qu'avant ça, il était plutôt agile. Pourquoi certains vaisseaux qui ont des lits n'ont pas de douche ni de toilette? Parce que les vaisseaux qui ont été faits à une certaine époque n'ont pas été faits avec les mêmes considérations de gameplay qu'aujourd'hui. Désormais, un vaisseau est livré avec certaines de ses commodités s'il est taillé pour des sorties longue durée. Est-ce que les mécaniques de furtivité seront totalement implémentées dans la 3.2? Non, pas totalement, mais les composants de vos vaisseaux consommeront de l'énergie en fonction de ce que vous faites. Donc couplé aux mécaniques de scan pour détecter les émissions d'ondes électromagnétiques et infrarouges, ça sera un début. Si tous les vaisseaux peuvent réaliser des scans, à quoi sert un vaisseau dédié à ce rôle comme le Terrapin? Déjà, là où un vaisseau pourra scanner sur environ 15 km, le Terrapin pourra le faire sur 40 ou 50, et il sera beaucoup plus facile pour lui de détecter les vaisseaux furtifs.
Est-ce que le blindage d'un vaisseau sera modifiable? Oui, il est prévu que ce soit un composant interchangeable. Le Hornet Ghost par exemple a déjà une coque différente des autres Hornets et ils le referont pour d'autres vaisseaux à l'avenir. Certaines seront plus efficaces dans l'absorption de dégâts énergétiques, balistiques, ou plus efficaces dans la dissimulation d'ondes infrarouges ou électromagnétiques. Ils pourraient déjà les ajouter, mais ils veulent qu'elles aient l'air visuellement différents pour qu'on puisse les distinguer sur les vaisseaux ennemis. Enfin, est-ce qu'on aura une vente des vaisseaux de la 3.2? Oui, mais ils n'ont pas de date à donner. Vendredi, CIG a mis à jour la progression de la mise à jour 3.2. Au niveau des mauvaises nouvelles, les armures n'ont pas du tout avancé, le minage s'est vu rajouter un grand nombre de tâches, et l'amélioration de l'IA des PNJ en combat à pied ainsi que le bind culling ont été repoussés à la 3.3. Pour ce dernier point, dans le fond, c'était assez prévisible, car ça avançait pas depuis un moment, et peut-être que vous vous en rappelez, mais Clive Johnson, l'ingénieur en charge du bind culling, avait confirmé il y a quelques temps que cette techno avait besoin de l'Object Container Streaming pour fonctionner. Il l'a d'ailleurs reconfirmé dans un post cette semaine, le bind culling cause encore quelques blocages dans le chargement des entités. C'est facilement reproductible pour les développeurs, donc ils peuvent avancer, mais du coup, ça serait vraiment pas confortable à jouer. En revanche, au niveau des bonnes nouvelles, ils ont fini les améliorations du système de saut quantique, de la persistance des vaisseaux, de la de la puissance dans les vaisseaux et de l'intelligence des PNJ en dogfight, et le 600i, l'Eclipse et les 3 variantes de l'Avenger sont terminés. Vu la progression fulgurante qu'ont connue les vaisseaux, on peut peut-être espérer que le Vandal Blade et le Anvil Hurricane connaissent la même durant la semaine prochaine. Pour finir, la phase évocative de la 3.2 a enfin commencé et vous trouverez tout ce qu'il y a à voir sur le subreddit Star Citizen Leaks. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vu que vous avez aimé la musique de Subnautica la dernière fois, donc je vous en ai remis un petit coup. Sur ce, je retourne y jouer, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.